Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres de votre journal. Dans son entrevue périodique avec la presse nationale, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a abordé de nombreux volets relatifs aux questions internes et celles relatives à la politique étrangère. Une rencontre qui sera retransmise ce soir à 21h sur les chaînes de télévision et de la radio nationale. L'Algérie continue à rapatrier ses ressortissants bloqués dans plusieurs pays étrangers. 135 ont pu rejoindre Alger à partir d'Istanbul à bord d'un avion d'Air Algérie. Les réactions dans ce journal. Comment s'en sortira notre secteur industriel après le confinement? Nous irons à Blida où des chefs d'entreprise font le bilan de ces mois d'arrêt. Les aides de l'État sont-elles suffisantes? Réponse dans le grand format de ce journal avec Rafiq Hamidesh. La période de confinement a été l'occasion pour certains de se reposer, pour d'autres d'innover. Nous vous dirons comment Piasa est née, une start-up algérienne qui vous propose une livraison à domicile de votre pièce détachée. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Tout d'abord, dans son entrevue périodique avec la presse nationale, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a abordé de nombreuses questions internes dans l'amendement de la Constitution, la situation sanitaire dans le pays, le front social, mais également la situation économique. Le président de la République a également répondu à des questions relatives à la politique étrangère, comme la situation en Libye et les relations algéro-françaises. Cette rencontre sera retransmise ce soir à 21h sur les chaînes de télévision et de la radio nationale. Le Conseil constitutionnel a annoncé avoir soumis au président de la République, Abdelmajid Tebboune, un document comprenant des observations et propositions concernant l'avant-projet d'amendement de la Constitution. Le document qui comprend les observations et propositions du Conseil constitutionnel concernant l'amendement de la Constitution se rapporte sur 7 paragraphes du préambule et propose le réagencement de la mouture de manière à mettre en évidence la séparation et l'équilibre des 3 pouvoirs en accord avec la nature du régime politique que l'amendement entend consacré, à savoir un régime semi-présidentiel. Outre ces observations, le Conseil constitutionnel a fait des propositions d'ajout, de suppression et de reformulation concernant 102 articles de l'avant-projet avec un exposé des motifs pour chaque proposition. Le Conseil constitutionnel a en outre salué l'initiative du président de la République, Abdelmajid Tebboune, relative à l'amendement de la loi fondamentale pour asseoir les fondements de la nouvelle République sur la base de la consolidation de la démocratie, de la consécration de l'équilibre, de la séparation des pouvoirs et du renforcement de la protection des droits fondamentaux, des libertés et l'indépendance de la magistrature, la qualifiant de fondement essentiel pour l'édification de la nouvelle République promise par le président Tebboune. Le Conseil constitutionnel a affirmé que cette initiative découlait plutôt des revendications du Hirak Beni. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a procédé à la création d'une commission présidée par Kemel Fennish chargée de l'examen de débat et de propositions du Conseil sur le volet et sur le projet et d'une autre sous-commission chargée de s'assurer de la conformité du texte en langue arabe et la version en langue française en précisant de la précision aussi de la terminologie utilisée et de l'ordre des articles proposés, et ce en vertu de la décision 64 du 10 mai 2020. On vous parle dans ce journal d'une proposition inscrite dans la mouture du projet d'amendement et de la Constitution, la constitutionnalisation de la participation de l'armée nationale populaire aux opérations de maintien de la paix en dehors des frontières nationales. Une proposition qui ne fait pas l'unanimité, pourtant il ne s'agit pas d'un fait nouveau pour notre armée puisque l'ANP a par le passé participé à plusieurs opérations de maintien de paix, notamment en Afrique. Éclairage avec Amel Bouarba. Inscrite dans la mouture du projet d'amendement de la Constitution, la proposition concernant la participation de l'armée nationale populaire en dehors des frontières nationales suscite une vaste polémique au sein de la société, mais aussi sur la scène politique. L'article 31 de l'avant-projet de la loi fondamentale
évoque la participation des unités de l'ANP dans le cadre des missions de maintien de paix des Nations Unies, de l'Union africaine et de la Ligue arabe. Cette disposition apporte des éclaircissements concernant la proposition portant constitutionnalisation des interventions militaires à l'étranger, afin d'éviter toute opacité ou mauvaise interprétation. Et là, je pose une question toute simple. L'armée nationale populaire n'a-t-elle pas, par le passé, participé dans des missions de maintien de la paix? L'histoire est là pour confirmer que que ce soit durant les années 80, 90 ou le début des années 2000, il y a eu participation des troupes de l'ANP dans plusieurs missions de préservation de la paix, que ce soit en Afrique, en Amérique latine ou encore en Asie, ce qui ne s'oppose nullement ni aux valeurs ni aux principes de l'ANP et de l'État algérien. Selon les observateurs, l'article 31, s'il venait à être approuvé, ne signifie nullement que l'Algérie renonce à son principe ferme et immuable, à savoir la non-ingérence dans les affaires internes des États. Cette disposition met en avant la sécurisation des frontières et la préservation de la souveraineté nationale. La sécurité de notre pays transcende nos frontières géographiques nationales. Cela nécessite un déploiement au niveau régional pour faire face à plusieurs menaces sécuritaires complexes, telles que le crime organisé, le terrorisme et d'autres fléaux comme le phénomène des mercenaires et peut-être certains pays qui veulent installer des bases militaires. Ces propositions doivent tenir compte de l'intérêt des générations futures et être en adéquation avec les exigences des mutations géopolitiques et régionales ainsi que des menaces sécuritaires. Les spécialistes tiennent à préciser qu'il est impératif de faire le distinguo entre la participation dans des missions notamment onusiennes et l'intervention militaire en dehors des frontières. Et l'Algérie poursuit son élan de solidarité avec les pays voisins. Une quantité de 90 tonnes d'aide humanitaire à destination du Mali a été embarquée aujourd'hui à bord d'avions militaires au niveau de la base aérienne de Boufarik à Blida en vue de son acheminement demain matin vers la capitale Bamako. Ce don du Croissant Rouge algérien est constitué de denrées alimentaires et moyens de protection contre le nouveau coronavirus. Il s'agit de la deuxième action du genre en faveur du Mali depuis le début de cette pandémie. C'est ce qu'a indiqué la présidente du Croissant Rouge algérien, Saïda Belhbiles, qui a présidé cette opération d'embarquement. Elle est revenue sur le rôle important de l'armée nationale populaire dans la réussite de ces actions humanitaires en destination des pays voisins. Je vous propose de l'écouter. Aujourd'hui, 90 tonnes vont être acheminées de l'aéroport de Boufarik, un pont aérien militaire, jusqu'à Bamako, constitué de denrées alimentaires, d'appareils respiratoires, de respiration artificielle, plus des gants et des bavettes. Il faut rappeler quand même que pour le Mali, la semaine dernière, il y a eu une opération de solidarité envers les populations de Kidal, pour le nord du Mali, et aujourd'hui pour Bamako. Le président directeur général du groupe Sonatrach, Toufiq Hakkar, a effectué aujourd'hui une visite de travail au niveau de plusieurs infrastructures pétrolières et gazières à In Amenas dans la wilaya d'Ilizi. Hakkar a salué les efforts fournis par ses équipes pour lutter contre la pandémie du coronavirus. Le président directeur général de Sonatrach a par ailleurs saisi cette occasion pour annoncer une solution à l'amiable au conflit qui oppose Sonatrach à la société espagnole Naturgy. Je vous propose d'écouter le président directeur général de Sonatrach. Si on va y aller vers cet arbitrage, on a notre mot à dire. Nous avons nos cartes et je pense à ce jour-là, depuis la demande de la société Naturgy, qui est notre partenaire dans le Medgaz, qui relie directement, le pipe qui relie directement l'Algérie à l'Espagne. C'est notre partenaire. Sonatrach et l'Algérie, c'est un partenaire fiable et qui assure la fourniture du gaz naturel à l'Espagne. Cette relation, elle est connue de temps en temps des hauts et des bas, mais dans tous les cas, nous sommes des partenaires. En envisageant de continuer cette relation, et je ne pense pas personnellement d'arriver à la rupture du contrat.
C'était le PDG de Sonatrach au micro de Wassila Bouchareb. L'Algérie continue à rapatrier ses ressortissants bloqués à l'étranger. Aujourd'hui, ce sont 315 personnes bloquées en Turquie qui ont pu rejoindre l'aéroport international Houari Boumediene à bord d'un avion d'Air Algérie. Dès leur arrivée, tous nos ressortissants ont été conduits vers l'hôtel Mazafran, placés en quarantaine. Moulana Al-Hamoudi. C'est la fin du calvaire pour ces 315 Algériens bloqués en Turquie depuis la suspension du trafic aérien le 18 mars dernier. Parmi eux, des personnes malades, des enfants et des personnes âgées. Les passagers décrivent une attente difficile à supporter. Je suis en Turquie depuis un mois. J'ai emmené mon fils faire une greffe du foie et depuis, on était bloqués et abandonnés. Heureusement qu'on a été rapatriés. Dieu merci, nous attendions avec impatience notre retour en Algérie, car rien ne peut remplacer notre pays. Je sais que nous devons rester à l'hôtel pendant 15 jours avant d'aller voir notre famille. Le plus important, c'est qu'on soit enfin rentré en Algérie. Dès leur arrivée, les ressortissants algériens ont été aussitôt pris en charge à l'hôtel Mazafran pour un confinement sanitaire de 14 jours. Dans le cadre du programme de rapatriement, nous accueillons aujourd'hui un premier groupe de ressortissants en provenance de Turquie au nombre de 315. Demain, un autre vol est prévu. Près de 300 ressortissants seront accueillis par notre établissement. Ces opérations de rapatriement sont courantes ces derniers temps et nous avons acquis une bonne expérience dans ce domaine. Nous avons mis à la disposition des pensionnaires une équipe médicale, des éléments de la protection civile et de la gendarmerie nationale ainsi que les agents de la wilaya. Aujourd'hui, près de 300 citoyens algériens devront être rapatriés de Turquie à bord d'un avion d'Air Algérie. Et puis sachez que ce sont près de 13 000 ressortissants algériens bloqués à l'étranger qui ont été rapatriés depuis la suspension du trafic aérien. On fait le point maintenant sur la situation sanitaire en Algérie, le bilan de ces dernières 24 heures avec le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le docteur Jamal Fourar. Aujourd'hui, vendredi 12 juin 2020, nous allons vous donner un point de situation épidémiologique de la Covid-19 en Algérie. Au cours des 24 dernières heures, pour les principaux indicateurs, nous avons enregistré 109 nouveaux cas, 68 patients guéris, 39 patients en soins intensifs et 10 décès. Avec l'enregistrement de 109 nouveaux cas, le total cumulé des cas est de 10 698, sachant que l'incidence pour 100 000 habitants est de 24 cas et 18 wilayas n'ont pas enregistré de cas au cours des 24 dernières heures. Concernant les décès, nous avons encore malheureusement enregistré 10 nouveaux décès, portant ainsi le total cumulé de décès à 751. 75% des décédés ont un âge, sont âgés de 60 ans et plus. Et également les patients guéris, nous avons donc depuis le début de la pandémie à ce jour enregistré 7 322 patients guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers, dont 68 au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients qui ont bénéficié du traitement à ce jour, leur nombre est de 21 544, dont 9 207 cas confirmés au laboratoire et 12 337 cas probables à l'imagerie médicale. Concernant les soins en réanimation, nous avons actuellement 39 patients en soins intensifs. Et pour terminer, nous rappelons toujours que la situation épidémiologique actuelle appelle à la vigilance et à la responsabilité de tous les citoyens pour le respect des mesures d'hygiène et de prévention, notamment l'obligation du port du masque. Merci de votre attention. Et cette crise sanitaire n'a épargné aucun secteur. À Blida, les répercussions du confinement ont mis sous respirateur plusieurs usines, des carnets de commandes gelés, des activités à l'arrêt et forcément un chiffre d'affaires en baisse, et ce malgré les aides de l'État. Comment alors relancer ce secteur? Une question simple, mais la réponse, vous allez le voir, est assez complexe. Le reportage sur place est signé Rafiq Hamitesh. Des machines à l'arrêt et un effectif réduit. Voici à quoi ressemblent les unités de production aujourd'hui. Une crise sans précédent qui frappe de plein fouet le tissu industriel à Blida. Une production ralentie et par conséquent un chiffre d'affaires à la baisse. Suite à la reprise de l'activité de l'entreprise récemment, nous nous sommes retrouvés avec un effectif qui est de 50%, ce qui peut entraîner certaines difficultés lors de la production.
Notre rendement est estimé à 35%, ce qui ne peut pas malheureusement recouvrir les charges qui sont en parallèle. Par exemple, à titre d'exemple, pour ce qui est des matières premières importées qui se retrouvent au port, mais on peut pas les dédouaner par manque de trésorerie. Aujourd'hui, nous sommes à peu près 15% du chiffre d'affaires qu'on devait escompter, alors qu'on est déjà au mois de juin. C'est-à-dire qu'on a déjà 3 mois, un trimestre de chiffre d'affaires perdu. Nous tournons actuellement à près de 40% d'effectifs. Premièrement, imposés parce qu'on ne peut pas avoir plus d'effectifs par rapport à la distanciation sociale. En second plan, les employés ont du mal à rejoindre l'entreprise dû au transport urbain. Contrairement à d'autres activités, les semoureries-minoteries n'ont pas arrêté leur production. Objectif, satisfaire la demande nationale. Notre entreprise, comme toutes les entreprises nationales, elle a vécu cette crise difficilement, surtout sur le point de vue organisationnel. On avait peur de l'inconnu. Les travailleurs avaient peur pour leur santé, nous, la même chose. Et par la suite, petit à petit, on s'est adapté à la situation. Et les autorités nous ont fait comprendre que notre secteur ne pouvait pas s'arrêter. Ils nous ont accompagnés, ils nous ont augmenté les quantités de blé et ils nous ont accompagnés pour la distribution de ces produits. Je pense qu'on a réussi notre pari de garantir l'approvisionnement au niveau de notre wilaya au début et même des wilayas limitrophes. Face à cette situation exceptionnelle, l'Algérie a déjà pris plusieurs mesures destinées à soulager la trésorerie des entreprises. Des mesures fiscales, douanières et bancaires que certains experts qualifient d'insuffisantes. Nous avons vu les interventions de la Banque d'Algérie, ministère des Finances, avec les facilitations de crédit au niveau bancaire et tout, mais ce n'est pas suffisant. Nous avons vu un taux de refinancement de 3,25, alors que sur le plan international, financier international, les gens sont partis pour un refinancement à un taux de 0. Donc 3,25, c'est un coût lourd pour les entreprises algériennes. La plupart des entreprises, ils sont restés fermés, il y a une stagnation et ils sont en train de payer des charges en plus. L'Algérie se déconfine et l'activité industrielle retrouvera bientôt son niveau d'avant la crise, mais selon les experts en économie, il faudra plus de temps pour que les pertes liées à cette pandémie soient absorbées par le marché. Et à Constantine, le déconfinement progressif a permis à 80% d'employés du BTPH de retrouver leur chantier. En plus de leur outil, ces travailleurs doivent s'équiper désormais d'un masque et intégrer quelques réflexes comme la distanciation physique et le lavage régulier des mains. Amel Barba. Le secteur du BTPH est redynamisé après la levée progressive du confinement et la reprise des activités économiques. Après plus de 3 mois d'arrêt, les programmes de construction de logements sont à nouveau relancés, comme ici dans les chantiers de Hamabouziane et Ain Hass à Constantine, pour la réalisation de 400 logements de type socio-locatif et d'un lycée d'une capacité de 1000 places pédagogiques. Après les réunions que nous avons organisées avec l'ensemble des partenaires de l'OPGI, les projets ont été relancés et la cadence des travaux est très satisfaisante. Les entreprises de réalisation ont de leur côté pris toutes les mesures de prévention du coronavirus et de protection de leurs employés. Elles assurent avoir mis en place tous les moyens pour garantir l'hygiène et la désinfection des lieux, comme elles veillent aussi au respect de la distanciation physique entre les employés. Les entreprises du BTPH doivent assurer tous les équipements de protection individuelle et respecter la distanciation physique. La semaine passée, le taux de mobilisation des employés était de 70%. Il est passé à 80% cette semaine, en attendant d'atteindre les 100% d'ici les prochains jours. Nous avons assuré à nos employés les masques de protection et les gants. La distanciation physique de plus d'1 mètre est également respectée. Le travail se déroule dans de très bonnes conditions.
L'OPGI de Constantine, en coordination avec les entreprises de réalisation, a mis en place un plan de travail pour rattraper les retards enregistrés dans les travaux de construction en raison de la pandémie de coronavirus. Et le marché a vu la création de plusieurs startups en cette période de confinement. Arrêtons-nous ce soir sur cette application Piasa.dz qui promet aux utilisateurs une batterie de solutions. Vous livrez des pièces détachées à domicile au prix d'achat en boutique. L'application a été développée en période de confinement. Walid Yousfi a rencontré son fondateur ce matin à Alger. Reportage. C'est dans cet espace de coworking que Youssef développe sa nouvelle application depuis ces 2 derniers mois. Piasa, une application mobile qui permet aux clients algériens de commander et de se faire livrer des pièces de rechange parmi une large gamme. J'ai créé cette application pendant la période du confinement. Quand le client a besoin d'une pièce, il télécharge tout simplement l'application, il fait sa commande et le lendemain, il reçoit la pièce chez lui. C'est aussi simple que cela en fait. Donc on a des vendeurs partenaires de toutes les marques. Ils vont recevoir la demande du client en temps réel. Ils lui envoient un devis également en temps réel. Et si le devis convient au client, donc, il fait sa commande et la reçoit chez lui. Une plateforme qui est adressée à un large public. Et on a ciblé, comme je vous ai dit, les personnes qui ont un véhicule immobilisé. Ils peuvent même faire la commande directement depuis l'atelier et recevoir la pièce à l'atelier directement ou chez eux. On a ciblé aussi les personnes qui travaillent, donc ils ne peuvent pas forcément perdre une journée où il y a beaucoup plus pour aller chercher une pièce. Surtout qu'on n'a pas, par exemple, il y a des pièces qui sont plus ou moins rares, on ne peut pas les trouver directement dans 1 ou 2 magasins, donc il faut chercher, il faut prospecter, etc. Et la troisième catégorie, donc, c'est les femmes. C'est les femmes ne fréquentent pas les lieux où on vend les pièces, donc ça peut être très utile pour elles. Pour ce porteur de projet, créer cette application en période de confinement n'a pas été chose facile. J'ai commencé en fait à travailler dessus pendant la période du confinement, donc j'ai profité de cette période pour le développer. On a rencontré des problèmes par contre par rapport à l'organisation, parce qu'on travaille avec les équipes à distance, etc. Donc ça a été pas un frein, mais c'était pas pratique en fait. Youssef ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Après le secteur automobile, il s'attaque à un autre marché très porteur, celui de l'organisation de mariage. Une application qui sera lancée quand les conditions le permettront. Nous en venons à présent à Saïda, au moment où le besoin en irrigation se fait toujours sentir. La saison de moisson-battage bat son plein. Les agriculteurs ont une autre priorité, vous allez le voir, créer des bandes de sécurité pour séparer les champs des autoroutes et éviter ainsi tout départ de feu de champs. Reportage signé Belmadi Belmel, commenté par Sid Ahmed Bouraïb. À quelques jours du lancement de la campagne moisson-battage dans la wilaya de Saïda, les services agricoles ont mis à la disposition des agriculteurs des moissonneuses-batteuses, et ce pour permettre aux céréaliculteurs d'établir des tournières aux limites de leur périmètre. Une opération nécessaire pour protéger les récoltes des feux survenant en pareille période de l'année. Je suis vraiment satisfait des mesures qui ont été prises pour sécuriser les champs. Nous avons mis en place des bordures de sécurité pour éviter la propagation des incendies. Selon les prévisions des services agricoles, une moisson d'1 million de quintaux de céréales est attendue cette année, malgré la faible pluviométrie. Cette saison, il n'y a pas eu beaucoup de pluie et les parcelles non irriguées en ont souffert. Aussi, nous manquons d'asperceurs, mais malgré cela, notre produit est de très bonne qualité. Les services agricoles tablent au titre de cette campagne sur un rendement de 40 à 50 quintaux par hectare. La wilaya de Saïda dispose d'une importante capacité de stockage au niveau de la coopérative des céréales et des légumes secs. Les capacités de stockage au niveau de la wilaya sont suffisantes. Elles nous permettront de stocker cette production. En plus, tous les moyens humains et matériels sont mobilisés afin de réussir la campagne moisson-battage 2020. Une commission de wilaya réunissant tous les partenaires concernés a été spécialement mise en place pour assurer la réussite de cette campagne.
Agriculture toujours à Iboudraren, dans la wilaya de Tizi Ouzou, les agriculteurs retroussent leurs manches pour relancer la culture de la cerise. Mais la bonne volonté ne suffit pas toujours. Ils réclament désormais un soutien technique et un accompagnement d'experts pour venir à bout des parasites et augmenter ainsi le rendement des cerisiers. Reportage Souhila Zidour, commentaire signé Mounana Walhamouti. Depuis 3 ans, les agriculteurs du village Aïtouaben tentent de relancer la culture de la cerise. Dans cette région qui compte plus de 20% de la cerisier nationale, cette filière connaît malheureusement un déclin depuis quelques années. Les 20 dernières années, Depuis 20 ans, le cerisier est affecté par plusieurs parasites et la production se raréfie de plus en plus. Tout cela est le résultat du manque de communication entre les agriculteurs et les services agricoles. Plusieurs maladies peuvent affecter le cerisier, tout comme pour certains arbres fruitiers caractérisés par une floraison précoce. Ces maladies doivent être connues pour être bien traitées. Et c'est la direction de l'agriculture qui doit nous fournir toutes ces informations. L'accompagnement technique et le traitement des arbres. Une mission que les services agricoles ont délaissée ces derniers temps, laissant les arboriculteurs livrés à eux-mêmes. Vous savez, le capnode, cet insecte ravageur, vit dans les racines du cerisier. Mais il faut savoir que ce parasite n'est pas une fatalité. Il suffit juste de connaître les moyens d'y faire face. Les agriculteurs ont vraiment besoin d'une association spécialement dédiée à la culture de cerises. La création de cette association permettra d'apprendre aux agriculteurs les moyens de tailler et de greffer un cerisier, ainsi que l'utilisation des engrais. Lorsque l'hiver arrive, le cerisier a besoin d'un traitement spécial. Il faut savoir faire face aux nombreux parasites qui peuvent affecter le cerisier, notamment la moniliose, la criblure et les capnodes. En quête d'une attention particulière, ce fruit rouge, visiblement capricieux, nécessite un entretien régulier et spécialisé des vergers afin qu'il révèle ses plus douces saveurs. Nous avons appris aujourd'hui la disparition de notre collègue, le caméraman Abbas Boufnik de la station régionale d'Oran. Il est décédé à l'âge de 58 ans. Abbas Fennik avait rejoint la télévision algérienne en 1988. Suite à ce décès, le directeur général de l'entreprise publique de la télévision algérienne, Ahmed Massaban, présente ses sincères condoléances en son nom et en nom de tous les travailleurs de l'entreprise publique de la télévision à la famille du défunt. Il a été inhumé aujourd'hui au cimetière de Ain al-Bayda. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Dans son entrevue périodique avec la presse nationale, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a abordé de nombreux volets relatifs aux questions internes et celles relatives à la politique étrangère. Une rencontre qui sera retransmise ce soir à 21h sur les chaînes de télévision et la radio nationale. L'Algérie continue à rapatrier ses ressortissants bloqués dans plusieurs pays étrangers. 135 ont pu rejoindre Alger à partir d'Istanbul à bord d'un avion d'Air Algérie. Nous avons suivi les réactions dans ce journal. Comment s'en sortira notre secteur industriel après le confinement à Blida? Les chefs d'entreprise font le bilan de ces mois d'arrêt. Nous avons suivi un reportage dans ce journal. La période de confinement a été l'occasion pour certains de se reposer, pour d'autres d'innover. Nous avons vu comment Piessa est née, une start-up algérienne qui vous propose une livraison à domicile de votre pièce détachée. Ça fin ce journal, l'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé. Vous remercie de l'avoir suivi. En bas de votre écran, les adresses web pour le replay de vos programmes. Belle soirée à tous.